pays fait face à des crises. Le Moyen-Orient est au bord de la guerre. Les Américains souffrent de l'impact catastrophique de l'ouragan Hélène. Et maintenant, il y a les débardeurs qui font grève du Maine jusqu'au Texas. Nous commençons avec le Moyen-Orient. Margaret? Un peu plus tôt aujourd'hui, l'Iran a lancé sa plus grande attaque contre Israël, mais cette attaque a failli grâce à la défense conjointe américaine et israélienne. Plus de 40 000 troupes ont été déployées vers la région par le président Biden depuis un an pour essayer d'empêcher une guerre régionale. L'Iran est affaibli, mais les Américains considèrent quand même l'Iran comme le plus grand parrain de la terreur dans le monde et ils ont réduit le temps nécessaire pour en arriver à une arme nucléaire. Il est question à 1 ou 2 semaines de préavis. Gouverneur Walz, si vous étiez ici responsable à la cellule de commandement de la Maison-Blanche, est-ce que vous seriez pour ou contre une attaque préventive contre l'Iran par Israël? Réponse. Merci et bienvenue à tous les gens qui nous écoutent. Commençons par le 7 octobre. C'est ce jour-là que plus de 1400 Israéliens ont été assassinés ou pris en otage. Et la capacité d'Israël de se défendre, c'est fondamental. Il faut retrouver ses otages en liberté et mettre fin à la crise humanitaire à Gaza. Par contre, l'expansion d'Israël et de ses intermédiaires, c'est une nécessité. Nous avons besoin d'un leadership vraiment stable. Vous avez vu que, de concert avec nos alliés israéliens et d'autres, on a pu neutraliser l'attaque de l'Iran. Mais ce qui est fondamental ici, c'est ce leadership stable et ferme. C'est clair, et on a vu il y a quelques semaines, lors du débat précédent, il y avait Donald Trump de 80 ans, presque, qui parlait de l'ampleur de ces foules. C'est pas ce dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas uniquement cela. C'est ceux qui étaient les plus près de Trump comprennent à quel point il est dangereux quand le monde est rempli de dangers. John Kelly, son chef de cabinet, a dit qu'il était l'être humain le plus imparfait qu'il connaissait. Et ses 2 secrétaires à la Défense et son conseiller à la Sécurité nationale ont dit qu'il ne devait jamais retrouver les clés de la Maison-Blanche. Donc, les gens le plus proches de Donald Trump ont dit qu'il n'est pas adapté. Vraiment, il est inapte à la Maison-Blanche. Avec M. Vance, ce qu'on a vu, avec la vice-présidente Harris, on a vu un leadership ferme, un calme, vraiment quelque chose qui fait appel à la coalition nécessaire, en comprenant que nos alliés comptent pour quelque chose. Quand nos alliés voient Donald Trump se tourner vers Vladimir Poutine, se tourner vers la Corée du Nord, quand on commence à constater ce genre d'attitude capricieuse, on voit les dangers. Et comme la vice-présidente l'a dit aujourd'hui, on va protéger nos alliés et nos troupes et il y aura des conséquences. Senator Vance, the same question. Would you support or oppose a preemptive strike by Israel on Iran? You have 2 minutes. Donc, je veux répondre à la question. Merci, gouverneur. Merci à CBS pour ce débat et merci au peuple américain qui surveille ce soir et qui regarde ce débat. Je veux répondre à la question, mais je veux me présenter un peu parce que je reconnais que plusieurs Américains ne savent pas qui on est. Je suis été élevé dans une famille de classe moyenne. Ma mère avait besoin d'assistance pour se nourrir. Ma grand-mère avait besoin de la sécurité sociale pour m'élever et m'a élevé en partie parce que ma mère avait des problèmes de toxicomanie. Je suis allé à l'université en vertu du GI Bill lorsque j'étais au Marine Corps. J'ai servi en Irak. Donc, je suis ici, vous demandant d'être votre vice-président avec beaucoup de gratitude pour ce pays, pour le rêve américain qui a fait en sorte qu'il est possible pour moi de vivre mes rêves et de façon plus importante. Je sais que beaucoup d'entre vous sont inquiets à propos du chaos dans le monde et le sentiment que le rêve américain n'est pas atteignable. Je vais vous convaincre au fil des 90 minutes que j'ai, si on a du meilleur leadership avec Donald Trump, le rêve américain va être atteignable, encore une fois. Pour répondre à cette question particulière, on doit se rappeler que, autant que le gouverneur Walz a accusé Trump d'être un agent du chaos, Trump a livré la stabilité dans le monde et il l'a fait en établissant de la dissuasion efficace. Les gens avaient peur de faire des choses pas correctes. L'Iran a lancé cette attaque parce qu'il a reçu 100 milliards de dollars de l'administration Harris et ils ont acheté des armes pour ça qu'ils utilisent contre nos alliés et potentiellement peuvent attaquer les États-Unis également. Trump reconnaît qu'afin que les gens aient peur des États-Unis, il faut la paix via la force. S'ils ne se comportent pas bien, le leadership
leadership des États-Unis au niveau mondial injecterait la stabilité et la paix dans le monde. Vous avez parlé d'une frappe, mais c'est à Israël de décider ce qu'ils ont besoin pour leur sécurité et on devrait soutenir nos alliés, peu importe où ils sont, et je pense que c'est la bonne approche pour la question d'Israël. Sénateur, Gouverneur Walz, est-ce que vous voulez répondre à une de ces allégations? Écoutez, Donald Trump était à la Maison-Blanche. On peut faire les révisionnistes de l'histoire, mais pendant son mandat, on avait une coalition de nations qui avait donc encadré le programme nucléaire de l'Iran. Et ils étaient paralysés, ils ne pouvaient pas avancer. Donald Trump s'est retiré et n'a pas remplacé le programme. Donc l'Iran est plus proche d'une arme nucléaire. C'est à cause du leadership douteux de M. Trump. Et maintenant, quand il y a eu cet avion américain qui était abattu dans un espace aérien international, M. Trump a tweeté. Et quand les missiles sont tombés proches des troupes américaines ayant eu des commotions cérébrales, Trump a traité ça de mot-tête. Nos alliés comprennent que Donald Trump est capricieux. Il va se tourner vers la personne qui lui fait le plus grand compliment. Mais le leadership stable, comme vous avez vu aujourd'hui et comme en avril, les 2 attaques iraniennes ont été repoussées, neutralisées. Notre coalition est forte et nous avons besoin d'un leadership solide comme celle qu'offre Mme Harris. Les États-Unis avaient une entente diplomatique avec l'Iran pour mettre en pause temporairement une partie de son programme nucléaire et le président Trump s'est retiré de cette entente. Récemment, il a dit, et en fait il n'y a que 5 jours, que les États-Unis doivent maintenant créer une autre entente diplomatique avec l'Iran parce que les conséquences seraient autrement impossibles. Est-ce qu'il a fait une erreur? Vous avez une minute. D'abord, la diplomatie n'est pas un mot sale, mais ce que le gouverneur a dit, c'est extraordinaire. Vous l'avez dit, l'Iran est très près d'une arme nucléaire aujourd'hui, plus que jamais. Et M. Walz, vous avez blâmé Donald Trump. Qui a été le vice-président depuis 3 ans et demi? Et la réponse, c'est votre colistière. Donald Trump a dit de façon cohérente, il a rendu le monde sécure. La séquence d'événements qui nous a amenés ici, on ne peut pas ignorer le 7 octobre en passant. Et j'apprécie ce que vous dites, mais quand est-ce que l'Iran et le Hamas et leurs proxys ont attaqué Israël? C'est pendant l'administration de Kamala Harris. Donc, le gouverneur Walz peut critiquer les gazouillis de Donald Trump, mais la paix via la force est la façon d'apporter la stabilité dans un monde brisé. Trump l'a déjà fait. Demandez-vous. À la maison. Quand est-ce que j'ai 40 ans et quand est-ce que est la dernière fois qu'un président américain n'a jamais eu un conflit majeur? C'est lorsque Trump était président. Messieurs, nous avons beaucoup de sujets à couvrir, Nora. Barbara, merci. Allons maintenant à l'ouragan Hélène. La tempête pourrait devenir un des plus meurtriers. Plus de 116 personnes sont mortes et d'autres centaines manquent toujours à l'appel. Les scientifiques disent que les changements climatiques font que ces ouragans deviendront plus grands, plus forts et plus meurtriers à cause des pluies historiques. Sénateur Vance, d'après un sondage de CBS News, 7 sur 10 Américains et plus de 60% des républicains sous l'âge de 45 ans favorisent le fait que les États-Unis prennent les étapes nécessaires pour réduire les effets des changements climatiques. Alors, qu'est-ce que vous essaieriez de faire en tant qu'administration Trump pour réduire les impacts des changements climatiques? 2 minutes. Bien sûr. D'abord, commençons avec l'ouragan, parce que c'est une tragédie incroyable. J'ai vu aujourd'hui des photos de 2 grands-parents sur un toit avec un enfant de 6 ans et c'était la dernière photo qu'on a prise d'eux parce que le toit s'est effondré et ces gens sont décédés. Le gouverneur Walz se joint probablement à moi en souhaitant toutes nos sympathies à ces gens et on veut une réponse fédérale robuste pour sauver autant de vies que possible et bien sûr après coup pour aider les gens dans ces communautés à reconstruire ces communautés que j'aime, que je connais personnellement. Dans les Appalaches, à travers le sud-est, ils ont besoin que le gouvernement fasse le boulot. Et lorsque Donald Trump sera président, encore une fois, le gouvernement va mettre les citoyens de ce pays en premier lorsqu'il y a un désastre. Par rapport au changement climatique, c'est un enjeu important. Beaucoup de gens sont inquiets par rapport à cette météo folle. Il est important que nous disions, Trump et moi-même soutenant l'eau et l'air propre. On veut que l'environnement soit sécuritaire. Mais ce qu'on entend nos amis dire, c'est
l'inquiétude par rapport aux émissions de carbone. Disons que ça encourage les changements climatiques. Disons que c'est vrai. Si vous croyez cela, qu'est-ce que vous voudriez faire? Vous voudriez rapporter les emplois américains ici et produire autant d'énergie que possible aux États-Unis, parce que nous sommes l'économie la plus propre au monde. Qu'est-ce que les politiques de Harris ont donné? Plus de production d'énergie en Chine, plus de fabrication en usine outre-mer, et puis la quantité de carbone qu'ils produisent ailleurs, c'est incroyable. Si on se soucie de l'eau et de l'air, la meilleure chose à faire, c'est d'investir dans les travailleurs américains, les gens américains, et malheureusement, Harris a fait l'opposé. Gouverneur Walz, vous avez 2 minutes pour répondre. Eh bien, on était très près d'une entente, mais avant tout, c'est une tragédie vraiment horrible que cet ouragan, et mes pensées les accompagnent. De concert avec les gouverneurs, j'étais le coprésident du Conseil des gouverneurs pour travailler sur les catastrophes et les réactions, et cela, c'est sans partisanerie. Donc, les premiers répondants sont là. Il n'y a pas de partisanerie. Le gouvernement fédéral arrive pour s'assurer qu'ils sont là pour aider dans la récupération et la remise en état. Donc, écoutez, revenons au changement climatique. Il ne fait aucun doute que c'est vraiment une tempête incroyable. Le sénateur Vance a déjà dit qu'il y a un problème climatique. M. Trump parle d'un canular et a plaisanté que cela donnerait plus de plages, de littoral libre pour le développement immobilier. Maintenant, avec Biden-Harris, on a vu les investissements en infrastructure. On a vu les investissements les plus importants dans l'histoire du monde entier, avec la loi sur la réduction de l'inflation. 2000 emplois en Ohio, à Jeffersonville. Et c'est notre technologie américaine. 200 000 emplois un peu partout aux États-Unis. La plus grande usine de fabrique de panneaux solaires au Minnesota. Mais le changement climatique est réel. Il y a des inondations historiques, des sécheresses historiques. Et donc, ils me disent, moi, je suis fermier de soja ou de maïs, on produit plus de pétrole et de gaz naturel qu'à tout moment du passé. Et on produit aussi plus d'énergie propre. Donc, la solution pour nous, c'est de continuer d'aller de l'avant et que le changement climatique est réel. Réduire notre impact est critique. Mais ce n'est pas vraiment un faux choix. Vous pouvez faire l'un et l'autre en créant des emplois qu'on voit être créés partout au pays. Voilà ce que l'administration fait. Nous voyons les États-Unis devenir une superpuissance énergétique, non seulement pour aujourd'hui, mais pour demain. Et c'est tout à fait sensé, c'est logique. Et on commence à réfléchir comment atténuer ces catastrophes. Merci, sénateur. J'aimerais vous donner l'opportunité de pouvoir répondre. Le gouverneur a mentionné que le président Trump a appelé les changements climatiques un canular, une supercherie. Vous êtes d'accord? Ce que le président a dit, c'est que si les démocrates, en particulier Kamala Harris et son leadership, s'ils croient réellement que les changements climatiques sont sérieux, ce qu'ils feraient, c'est plus de production d'énergie et de production en usine aux États-Unis. Et ils ne le font pas. Kamala Harris elle-même ne croit pas à sa propre rhétorique. Si elle le faisait, elle serait d'accord avec la politique en énergie de Donald Trump. Et ce que M. Walz a dit, c'est important parce que lorsqu'on parle d'énergie propre, je pense que c'est un slogan que souvent les démocrates vont utiliser ici. Je ne parle pas du leadership démocrate, mais l'enjeu, c'est que si vous dépensez des centaines de millions ou des milliards en impôts des Américains sur des panneaux solaires fabriqués en Chine, d'abord, vous allez rendre l'économie plus sale. On devrait faire des panneaux solaires ici aux États-Unis. Certains sont faits ici, mais plusieurs sont faits en Chine, outre-mer, particulièrement les pièces qui sont dans les panneaux solaires. Donc, si vous voulez réellement rendre l'environnement plus propre, vous devez investir dans la production énergétique. Ici, on a construit une facilité nucléaire, je pense, au fil des 40 dernières années. Le gaz naturel, on doit investir plus. Kamala Harris a fait l'inverse, donc elle a augmenté le prix de l'énergie. Ce qui veut Sénateur, vous n'avez plus de temps. Gouverneur, est-ce que vous aimeriez répondre? Écoutez, nous produisons plus de gaz naturel. On ne peut pas en douter. On produit plus de pétrole et les gens savent. Et comme je l'ai dit, ce ne sont pas des gens qui sont à gauche ou du pacte vert. Non, ce sont des agriculteurs qui vivent une sécheresse une année et une inondation l'année d'après. Ils comprennent que c'est censé. Notre première exportation, ça ne peut pas être l'humus de l'érosion de ces grandes tempêtes. On l'a vu au Minnesota cet été. Et quand on réfléchit à notre réaction, nous réfléchissons à l'avance.
Et ce qu'on a fait au Minnesota, on commence justement à rendre, grâce à la loi sur l'infrastructure, on commence à rendre les exploitations agricoles protégées. On commence à renforcer les lignes de transmission, commence à protéger les littoraux des Grands Lacs. Mais de l'appeler cela un canular et de prendre les PDG des pétrolières à Mar-a-Lago pour leur demander de l'argent pour la campagne, pour qu'ils aient un feu vert pour n'importe quoi, on peut être plus intelligent. Et c'est exactement ce que Mme Harris fait. Elle fait créer des emplois ici. Eh bien, le consensus chez les scientifiques, c'est que le climat de la Terre est en train de se réchauffer à une grande vitesse. Nous allons maintenant aller à l'immigration. La crise à la frontière entre les États-Unis et du Mexique est un des enjeux les plus importants pour les personnes aux États-Unis et les personnes qui vont voter. Sénateur Vance, vous avez d'avoir un des plans de déportation de masse les plus importants dans l'histoire des États-Unis et d'utiliser les militaires des États-Unis pour ce faire. Pourriez-vous dire plus précisément exactement comment ça fonctionnerait? Par exemple, est-ce que vous déporteriez les parents qui sont entrés illégalement aux États-Unis et les séparer de leurs enfants qui seraient donc nés aux États-Unis? Vous avez 2 minutes. Donc, d'abord, avant de parler de déportation, on doit arrêter le saignement, l'hémorragie. On a une crise d'immigration parce que Kamala Harris a commencé en disant qu'elle voulait défaire toutes les politiques de Donald Trump. 95 ordres exécutifs, suspendre les déportations, décriminaliser les immigrants illégaux, augmenter massivement la fraude d'asile, ce qui existe dans notre système. Donc, ça a ouvert les barrières. Donc, tout ce fentanyl qui entre au pays. J'ai eu une mère qui était toxicomane et elle a réussi à s'en sortir. Mais je ne veux pas que les gens n'aient pas cette seconde chance parce que Kamala Harris a laissé le fentanyl entrer dans nos communautés à des niveaux records. On doit cesser l'hémorragie. On doit remettre en place les politiques de frontières de Trump, construire le mur et commencer les déportations. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a 25 millions d'immigrants illégaux au pays. Que faire avec eux? La première chose qu'on fait, c'est qu'on commence avec les migrants criminels. 1 million de ces personnes ont commis un crime quelconque en plus d'avoir traversé la frontière illégalement. On commence avec les déportations sur ces gens. Et je pense qu'on rend plus difficile pour les immigrants illégaux de couper les salaires des travailleurs américains. Donc, et en passant, tout ça va être très bien pour nos travailleurs qui veulent gagner un bon salaire pour une bonne journée de travail. Et enfin, vous avez parlé de séparation familiale. Et dans ce pays, actuellement, on a 320 000 enfants que le département de la sécurité intérieure a perdus. Certains ont été injectés dans le trafic du sexe, certains ont été utilisés dans le monde du trafic de la drogue. La politique à cet égard est due à la politique d'immigration de Kamala Harris. Et je demande aux Américains de se rappeler que lorsqu'elle est entrée en fonction, elle a dit qu'elle allait faire ça. Le vrai leadership, c'est de dire « j'ai échoué, on va retourner aux politiques de Trump, j'aimerais qu'elle fasse ça. Ça serait bien pour nous tous. » Gouverneur, est-ce que vous aimeriez répondre à ces allégations particulières incluant que le vice-président, et je cite, utilise les enfants en tant que mules de drogue, entre autres? Ce n'est pas vrai que les enfants sont utilisés pour le trafic des stupéfiants, mais c'est vrai que c'est une crise à la frontière. La bonne nouvelle, c'est que depuis 12 mois, on a vu la plus grande chute, 30% de moins de morts par opiacés en Ohio. Mais revenons à l'immigration. Kamala Harris était la procureure générale de la Californie, l'État le plus important. C'est la seule qui a poursuivi les trafiquants d'humains. Mais nous voulons tous régler le problème. La plupart d'entre nous voulons régler le problème de l'immigration. Et ça, c'est le Congrès des États-Unis, c'est la Chambre de commerce, c'est la plupart des Américains. C'est pourquoi on avait le projet de loi le plus sévère sur l'immigration. C'était vraiment quelque chose qui avait été préparé par James Lankford. C'est un conservateur, mais c'est un homme de principe. Les démocrates et les républicains ont travaillé ensemble. C'était un effort bipartite. Et les gardes frontaliers ont dit, c'est excellent, les experts ont raison. Et la Chambre de commerce a dit, oui, faites adopter ce projet de loi. Kamala Harris a travaillé là-dessus. Il y avait des milliers de gardes frontaliers qui ont accepté. Et il y avait même de l'argent du ministère de la Justice pour accélérer le système. Mais dès que cela était tout près d'être adopté, Donald Trump a dit non. Il a dit aux congressistes de voter contre, car cela lui donnait un enjeu de campagne. De quoi il pourrait parler si on avait réglé le problème? Ils doivent être réglés par la législature. On ne peut pas faire uniquement
avec un décret présidentiel. Donc, on avait les options. Donald Trump a eu 4 ans pour régler le problème. Et il vous l'a promis, chers compatriotes, à quel point ce serait facile de construire une maison. Et le Mexique allait payer. Il y a moins de 2 % du mur qui était construit et le Mexique a payé 0. Et là, 9 ans après sa descente de l'escalator à New York, il a déshumanisé les gens et il a dit ce qu'elle allait faire. Mais quant au plan d'expulsion massive, le sénateur Vance a dit que c'était tellement ridicule que ce serait jamais possible de le faire. Donc, faites adopter le projet de loi et Mme Harris va le signer. Sénateur, la question était, est-ce que vous allez séparer les parents de leurs enfants? Même si les enfants sont des citoyens des États-Unis, vous avez une minute. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà des séparations massives d'enfants avec leurs parents grâce aux politiques de Harris. Et je n'ai pas dit qu'elle invitait les mules de drogue. J'ai dit qu'elle permettait aux cartels de drogue d'opérer. Et on sait qu'elle permet aux enfants d'être utilisés comme des mules de drogue. Et ça doit s'arrêter. Ça ne passe pas le test. Pendant 3 ans, Kamala Harris s'est vantée qu'elle allait défaire les politiques de la frontière de Trump. On a eu des nombres records d'immigrants illégaux, de fentanyl qui ont traversé. Et maintenant qu'elle se présente à la présidence, elle a soudainement commencé à s'en soucier. La seule chose qu'elle a fait lorsqu'elle est devenue la vice-présidente et responsable de la frontière, c'est de défaire 94 actions exécutives de Trump qui ont permis à des problèmes massifs de s'ingérer aux États-Unis. Les parents, les écoles débordent, entre autres. Sénateur, vous n'avez plus de temps, gouverneur. Mais pour notre sondage CBS News qui démontre qu'une majorité des Américains, plus de 50%, soutiennent la déportation de masse. Il faut régler le problème. La question, c'est que c'est ce qui se passe quand on ne veut pas régler le problème. On commence à démoniser le problème. Et M. Vance me surprend. Il va dire, je vais créer des histoires pour attirer de l'attention. Cela a vilipendé des gens qui étaient là légalement à Springfield, en Ohio. Le gouverneur républicain a dit, ce n'est pas vrai. C'est faux. Il y a des conséquences. On pourrait se rassembler. On pourrait travailler ensemble pour régler le problème si on ne permettait pas à M. Trump d'en faire un enjeu. Et les conséquences à Springfield, c'est que le gouverneur a dû envoyer les forces de l'ordre pour escorter des enfants à la maternelle. Je pense que M. Vance veut le régler, mais en étant solidaire de M. Trump et de ne pas travailler ensemble pour une solution, ça devient un enjeu de campagne. Et quand ça devient un tel enjeu, on déshumanise et on vilipende d'autres êtres humains. Gouverneur, vous n'avez plus de... Sénateur, je vous donne 1 minute, mais laissez-moi vous poser la question en premier. Le gouverneur a apporté un point et je crois qu'en tant que personne du droit, vous savez que c'est le Congrès qui contrôle l'argent, le financement. Alors, vous avez dit de manière répétée que Donald Trump, à travers des actions exécutives, pourrait solutionner ce problème. Est-ce que vous êtes en désaccord que le Congrès contrôle le financement et devrait soutenir beaucoup des changements que vous aimeriez implémenter? Vous avez 1 minute. D'abord, la majorité de ce qu'on a besoin de faire à la frontière du Sud, c'est d'aider les forces de l'ordre à faire leur boulot. Je suis allé là beaucoup plus que Kamala Harris et ça brise le cœur. Les agents veulent être autonomes pour faire leur boulot et des ressources additionnelles aideraient, oui, mais c'est à propos du président et de la vice-présidente d'autonomiser nos forces de l'ordre pour dire si vous essayez de traverser la frontière illégalement, vous devez retourner au Mexique, sinon revenir par les canaux appropriés. On a parlé de Springfield. Il est inquiet, M. Walz, des choses que j'ai dit à Springfield. À Springfield, en Ohio, et dans les communautés à travers tout le pays, il y a des écoles qui débordent, des hôpitaux qui débordent. Il y a du logement qui n'est pas abordable parce qu'on a fait entrer des millions d'immigrants illégaux pour compétitionner avec les Américains pour les logements. Et les personnes dont je m'inquiète en Ohio sont les citoyens américains qui ont eu leur vie détruite en raison de ces politiques de frontières ouvertes. Et je suis d'accord avec vous. Vous voulez trouver une solution, mais je ne pense pas que Kamala Harris veut le faire. Gouverneur, 1 minute. Écoutez,
ce sont les forces de l'ordre qui ont demandé ce projet de loi. C'est eux qui ont participé à la rédaction de ce projet de loi, car ils savent qu'on doit agir. Écoutez, cet enjeu de soulever constamment cela, de ne pas régler, de rejeter le blâme sur les immigrants pour tout. Pour le logement, on pourrait parler des spéculateurs de Wall Street qui rendent les logements moins abordables. Mais ça devient une recherche de responsables. Mais le projet de loi permettait de libérer les fonds nécessaires. Ça ne devrait pas prendre 7 ans pour régler un dossier de demandeur d'asile. Mais il faut commencer à accélérer le système et adhérer aux principes américains. Moi, je ne parle pas beaucoup de ma foi, mais dans le Nouveau Testament, il faut comprendre que ce qu'on fait aux plus vulnérables, vous le faites à moi. C'est Jésus qui l'a dit. Donc, ce projet de loi le fait. C'est appuyé par les gens qui sont les plus touchés et cela nous donne un peu cette possibilité d'être dans la dignité quand on traite les autres et les plus vulnérables. Springfield, Ohio a un grand nombre de migrants haïtiens qui ont un statut légal qui est temporairement protégé. Merci, sénateur. Nous avons tellement de questions à poser. Nous allons maintenant aller à l'économie. Merci. Les règles étaient... L'économie, nous